Aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est un combat pour la souveraineté. Le Sénégal n'est pas exactement dans la même situation, mais pour autant, nous avons considéré que le Sénégal n'était pas encore souverain. Et ce combat pour la souveraineté est celui que nous avons commencé aujourd'hui à appliquer. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté militaire, à tout point de vue. Nous avons pris cet engagement qu'il faut nous donner les moyens d'être totalement souverains. Autrement, on n'est pas indépendant, on l'est que de nom. Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup développé sur les enjeux et les défis qui nous interpellent. Et puis vous assurer que pour le cas du Sénégal, effectivement, et ça ne date pas de maintenant, la politique va avec cela, c'est toujours des manœuvres pour diviser. C'est des manœuvres d'abord souvent internes, intérieures aux organisations. Elles sont aussi exogènes la plupart du temps, mais qui ne posent pas de problème particulier pour le Sénégal. Et puis vous en donnez une assurance que s'il plaît à Dieu, ce qui posera problème ne viendra pas de... S'il devait y avoir problème, parce que ma conviction c'est qu'il n'y en aura pas, mais ça ne viendra pas des relations qui existent entre le président de la République et moi-même. Nous sommes conscients des enjeux et nous nous sommes beaucoup battus. Nous y avons laissé beaucoup de plus, individuellement comme collectivement. Vous l'avez rappelé, des vies humaines ont été perdues, des carrières ont été brisées, des foyers ont volé en éclats. Et chaque jour qui se passe, nous avons cela comme point de fixation, que nous devons réussir pour honorer tous ceux-là qui sont battus au nom de la patrie. Vous l'avez rappelé, notre parti, en fait, ne s'appelle même pas Patriote du Sénégal, c'est Patriote africain du Sénégal. Pourquoi? À la création, c'était Patriote du Sénégal. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons modifié pour faire Patriote africain du Sénégal. Et notre souhait, c'était qu'il puisse germer un peu partout en Afrique des partis patriotiques. Parti patriotique du Mali, Parti patriotique africain du Mali, Parti patriotique africain de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ce qui existait dans le temps d'ailleurs, avec d'autres formes de partis, les PAI, ainsi de suite, RDA, RDS, etc. Et c'est pour mettre l'accent sur une préoccupation fondamentale chez nous, le panafricanisme. C'est extrêmement important. Le patriotisme étant le soubassement, vous l'avez dit, nous ne croyons pas tellement à toutes ces doctrines politiques importées où on nous parle de gauche, de droite, de socialisme, libéralisme, communisme. Je crois que vous avez été plus ou moins de gauche. Nous pensons qu'il faut réfléchir sur une idéologie africaine qui correspond à nos réalités. Et c'est pourquoi il y a quelques années, nous avions lancé d'ailleurs à Niamey ce qu'on a appelé l'international progressiste africain, avec quelques partis. Il y en avait un du Mali d'ailleurs, mais ça n'a pas prospéré malheureusement. Mais tout ceci pour dire notre attachement à cet objectif, de réaliser d'abord des cadres qui réunissent les Africains, mais de réfléchir par nous et pour nous, exclusivement. Après, les gens peuvent nous cataloguer. Certains disent que nous sommes de gauche. Je leur dis, c'est M. Prudhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Certains disent que nous sommes de droite. Les Occidentaux aiment bien dire que nous sommes des panafricains de gauche. Comme eux, ils aiment cataloguer et créer des concepts, mais nous sommes des pragmatiques. Toute idée bonne pour le peuple sénégalais est à prendre, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, démocrate, chrétien, islamiste ou je ne sais quoi encore. Ce qui nous intéressait à la fin de la journée, est-ce que ça a été bon pour le peuple sénégalais? Et c'est ça notre véritable idéologie. Monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup parlé de patriotisme, qui n'est pas nationalisme. Et pour moi, le patriotisme doit forcément être africain, puisque nos destins sont liés. Il se trouve que par le fait de l'histoire que nous avons subi, et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de célébrer pour la première fois et de faire une très grande célébration de l'événement de Thiaroye 44 qui a vu l'exécution lâche par la France de soldats africains. Même si ils portaient le nom de tirailleurs sénégalais, ils étaient loin d'être tous des Sénégalais et je ne crois pas que les Sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs. Ce devoir mémoriel qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde, aussi loin qu'on puisse remonter. Et c'est pourquoi nous insistons. Ce n'est pas patriotisme, ce n'est pas nationalisme. Nous ne sommes pas trop attachés aux nations telles qu'elles ont été redécoupées. Vous allez de part et d'autre des frontières, les gens ne connaissent pas les nations que nous revendiquons. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations.
parce que les mêmes familles sont de part et d'autre de la frontière dans les villages, et que seul le tracé de la frontière a séparé en deux. Et c'est pourquoi l'aspect mémoriel est extrêmement important pour nous. En réfléchissant, moi j'essaie de remonter le plus loin possible. Vous allez voir le jeune Chinois, le petit Chinois de 8 ans, qui vous dit que la Chine doit recoloniser, redominer le monde, parce que la Chine était premier lorsque l'Occident était encore en train de se chauffer au bois. Lorsque il faisait la muraille de Chine ou la route de la soie, les autres étaient dans l'obscurité. Et cette histoire est ancrée en chaque Chinois depuis sa petite enfance. Vous allez voir le Turc, il vous renvoie à l'Empire ottoman. Vous allez voir l'Iranien, il vous renvoie à la Perse, ainsi de suite. Mais nous avons ce problème, nous, au-delà de l'époque médiévale, où on peut appeler l'Empire du Mali, du Ghana, du Songhai, à faire le lien au-delà de cette étape-là, pour aller jusqu'à l'Égypte antique, avec les travaux de beaucoup de scientifiques, parmi lesquels le professeur Cheikh Anta Diop, qui a démontré que cette Égypte-là était nègre et que les Blancs ne sont venus que bien après, les Arabes du moins, avec l'islam. Et il faut que ce travail, nous puissions le faire, parce qu'il est important, il est le socle du développement même, parce qu'il impulse cette dynamique de fierté qui doit animer chacun et chacune d'entre nous. Et cela nous amène à nous questionner sur les questions que nous avons en commun. Aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est un combat pour la souveraineté. Le Sénégal n'est pas exactement dans la même situation, mais pour autant, nous avons considéré que le Sénégal n'était pas encore souverain. Et ce combat pour la souveraineté est celui que nous avons commencé aujourd'hui à appliquer. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté budgétaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté militaire, à tout point de vue. Nous avons pris cet engagement qu'il faut nous donner les moyens d'être totalement souverains. Autrement, on n'est pas indépendant, on l'est que de nom. Et c'est cela qui doit nous interpeller, particulièrement les pays qui ont eu la malchance d'avoir croisé à un moment donné la route, le chemin de la France. Et je voudrais dire aujourd'hui que dans cette dynamique, comprendrez bien la position du Sénégal, comme nous comprenons la vôtre, parce que chacun de nos pays, tout voisin que nous sommes, tout frère que nous sommes, chacun a eu, surtout les dernières décennies, une histoire qui lui est particulière. Et l'histoire du Mali n'est pas forcément celle du Sénégal, même si le Sénégal a eu à vivre les velléités de partition depuis les années 80 jusqu'à maintenant, même si c'est maintenant dormant, nous l'avons vécu de manière très douloureuse. C'est pourquoi nous pouvons comprendre et nous respectons que le Mali, le Niger, le Burkina puissent prendre des décisions par rapport à cette histoire qu'ils ont vécue, qu'ils vivent encore, et qui est douloureuse du moins, qui a été créée de toutes pièces par ceux qui, depuis longtemps, n'ont jamais voulu du progrès de l'Afrique. Et c'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, souvent j'ai dit, je peux comprendre ces situations, mais posons-nous toujours cette question extrêmement importante. À qui profite cette situation? Et à qui elle profiterait si elle s'aggravait? À tout le monde, sauf à nous, Africains, de quelque bord que nous situons. Et c'est ça qui justifie la position du Sénégal. De dire, nous n'étions pas là quand beaucoup de choses se passaient. Nous n'étions pas au pouvoir, mais nous avons condamné dans nos discours, dans nos meetings, dans nos écrits. Nous avons condamné beaucoup de choses qui ont été faites, non pas par la CEDEAO des peuples, mais par certains dirigeants de la CEDEAO. Et nous continuons à le condamner avec toute la fermeté qui s'y est. Nous considérons qu'il y a eu des fautes qui ont été commises et qui ne sont que la continuation d'un ensemble de fautes commises dans le passé, parce que justement cet outil que nous avons en commun ne s'est jamais remis en cause, a été beaucoup plus l'outil de quelques chefs d'État préoccupés par des considérations souvent personnelles, amicales, syndicales même, comme disent certains, que par ce qui devait être la vocation de l'outil, avec des réflexions profondes, structurées. Et ces fautes ont été commises. Et nous ont valu la situation que nous vivons. Mais la position du Sénégal, c'est de dire, autant nous condamnons cette démarche, autant nous n'accepterons jamais, maintenant qu'on est au pouvoir, que des décisions de ce genre puissent porter notre sceau, autant nous avons pensé qu'il fallait se donner encore des chances de sauver ce qui était sauvable. Parce que dans chacune des décisions que nous prenons, il y a des conséquences qui s'enchaînent et qui peuvent ne pas apparaître tout de suite dans notre globalité.
au niveau économique, au niveau financier, au niveau etc. etc. Et nous allons considérer nous. Et c'est ça notre conception du panafricanisme. On a vu des gens nous critiquer, oui, ils ont trahi, etc. Qu'est-ce qu'on aurait trahi? Absolument rien. Nous sommes conformes à nos écrits, à nos prises de position, que en tant que parti africain, nous devons tout faire pour garder le bloc et l'élargir même si possible. Ce n'est pas un crime de dire, je veux, malgré tous les problèmes qu'on a en famille, je ne veux pas que la famille éclate en mille morceaux. Et c'est ça, c'est une démarche panafricaine. Ça ne nous empêche pas de dire la vérité à chaque fois qu'il le faudra et d'apprécier par rapport à ce qui va suivre après et de pouvoir sereinement, librement prendre les décisions par rapport à tous les aspects que nous aurons réussi à réunir, à regrouper pour une analyse objective. Mais en attendant, en tout cas, ce que je demanderai, nous avons tous la responsabilité aussi d'éviter que des situations politiques, institutionnelles, qui ne trouvent leur source que quand un groupe d'hommes, fussent-ils des chefs d'État, sur les centaines de millions de citoyens de la sous-région, ce n'est pas les citoyens qui ont ces problèmes, ce n'est pas les peuples qui ont ces problèmes, que des situations d'hommes dont les seuls responsables, fussent-ils président de la République, c'est une poignée de présidents, et parmi lesquels on peut soustraire encore une petite poignée, que ces situations-là ne puissent dégénérer et provoquer la haine entre les peuples. Nous avons tous la responsabilité, dans la conduite de nos décisions, de parler à nos peuples et particulièrement à nos jeunesses. Parce que ce que je vois de temps en temps dans les échanges, même sur les réseaux sociaux, c'est pas ça l'Afrique de l'Ouest. Les insultes, les injures de tel peuple contre tel autre peuple, etc. Vous savez, tout a une fin. Et il ne faut jamais insulter l'histoire parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver et est-ce qu'on va se retrouver. Donc nous avons cette obligation. Si les pays de l'AES décident de quitter, ils ont plein droit de le faire parce que c'est des pays souverains. Les accords de la CEDEAO ne lient pas les gens de manière inaliénable. Donc, s'ils décident de le faire, c'est leur plein droit. Et nous, le Sénégal, nous disons, quel que soit le choix opéré par le Mali, ça n'aura aucun impact sur nos relations bilatérales qui transcendent la CEDEAO. Mais faisons tout ça dans le respect de considérations qui ne sont pas politiques. De savoir que nos ancêtres, en tout cas nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, avaient réussi à unifier une très grande partie de l'Afrique de l'Ouest, incluant beaucoup de nos pays. Ils avaient réussi à le faire et ça avait marché très fort. Et c'est le moment où l'Afrique avait produit de grands empires. Et ça a créé des liens forts entre ces peuples-là. Ces liens-là transcendent les considérations politiques qui sont en cours actuellement. Donc nous devons tous parler à nos concitoyens, particulièrement à notre jeunesse, les raisonner. Des choix politiques vont s'opérer, mais les peuples demeureront des peuples amis, pour ne pas dire les mêmes peuples, et que au-delà des choix politiques, quand ils seront faits et qu'on arrive à la phase de la stabilisation, les pays vont continuer à commercer économiquement, socialement. Il n'y a pas quasiment presque de famille malienne qui n'est d'attache au Sénégal et vice-versa. Ça, ce n'est pas les décisions politiques qui vont changer ça. Personne ne pourra interdire au peuple des deux côtés de se fréquenter, de vivre ensemble, de continuer à faire les choses ensemble. C'est extrêmement important à mon avis. Nous ferons ce que nous avons à faire de notre côté, mais chaque leader doit faire ce travail-là pour que ça ne se transforme pas en animosité qui risque d'être difficile après à rattraper entre nos différents peuples. Voilà ce que je voudrais dire.